Il est 7h05, je pense qu'on va pouvoir commencer. Je voudrais qu'on finisse aussi à l'heure. Alors, les gens vont rentrer. De toute façon, pour l'instant, je vais juste faire des petites présentations. Alors, bonjour et bienvenue à tous. Puis merci d'être là ce soir si nombreux pour marquer la journée mondiale de la drépanocytose ou anémie falciforme du 19 juin 2022. Moi, je m'appelle Marie-Hélène Chaumienne, je serai la modératrice aujourd'hui. Je suis médecin de famille à l'hôpital Montfort, professeur à la faculté de médecine, membre aux affaires francophones et chercheur avec une chaire de recherche sur la santé physique et mentale de l'immigrant et du réfugié d'Afrique subsaharienne. Depuis 2003, j'appuie les affaires francophones pour le développement et la mise en œuvre du stage de santé mondiale pour les étudiants et résidents au Bénin, pays que j'affectionne tout particulièrement et où la drépanocytose sévit et affecte gravement les enfants. Alors, ce soir, nous avons 3 conférenciers. Et il s'agit des docteurs Traoré, Toupin et Tector. Et le mot de la fin sera donné par Madame Biba Tinga, qui est la présidente de l'Association de l'anémie falciforme du Canada. Et on est bien chanceux d'avoir tous ces conférenciers avec nous ce soir. Je voudrais aussi tenir à remercier les affaires francophones pour l'organisation de ce webinaire, et notamment Camille Perrault, qui est ici avec nous. Merci Camille. Reconnaître la participation du Centre interdisciplinaire de la santé des Noirs de l'Université d'Ottawa, qui est dirigé par le docteur Gilles-Marie Sénat. Alors, pour expliquer un petit peu le déroulement, donc il va y avoir la présentation. Chacun des conférenciers, je les présenterai au fur et à mesure. Et s'il vous plaît, on prendra les questions simplement à la fin. Si vous avez des questions et que vous avez peur de ne pas vous en souvenir ou que vous préférez ne pas les poser, vous pouvez certainement les écrire dans le chat. Vous aurez aussi, si possible, pour nous aider à améliorer comme toujours, faire une évaluation en fin de session et le lien vous sera mis aussi dans le chat par Camille. Après la présentation, vous recevrez un courriel où vous pouvez visionner la présentation en différé, elle est enregistrée et vous aurez aussi le lien qui va accompagner l'évaluation. Comme vous savez, comme tous les webinaires des affaires francophones, ce webinaire est aussi accrédité pour des crédits MinPro et vous allez recevoir votre attestation de participation dans quelques jours après la conférence ou après avoir visionné la conférence en ligne. Et si vous avez quoi que ce soit comme question, vous contactez Camille qui va vous mettre son courriel dans le chat. C'est FMC, formation médicale continue, @uottawa.ca. Quand vous allez parler ou intervenir, s'il vous plaît, ouvrir votre caméra et aussi, pendant la session, garder votre micro fermé. N'oubliez pas, on prend les présences, donc si la pastille noire qu'on voit, ce n'est pas un nom qui est reconnaissable, peut-être mettre votre présence dans le chat pour qu'on soit sûr qu'on sache que vous êtes tous bien là. Alors, on va commencer par le vif du sujet, qui est savoir c'est quoi la drépanocytose exactement comme maladie, l'anémie falciforme ou le sickle cell trait, comme disent les anglophones. Et pour ce faire, on a Dr Mélissa Toupin. Alors, Dr Mélissa Toupin est hématologue à l'hôpital d'Ottawa, l'hôpital général d'Ottawa. Elle, laissez-moi trouver mes papiers, merci. Et elle a reçu son diplôme de médecine à l'Université de Toronto en 2007. Elle a complété sa spécialité en médecine interne en 2011 et sa spécialité en hématologie en 2012. Et elle est directrice ou elle dirige ou elle est en charge de la clinique de drépanocytose avec Dr Tinmouth à l'hôpital général d'Ottawa. Donc, alors, Dr Toupin, merci tellement d'être là. On est vraiment très chanceux de vous avoir. J'ai déjà assisté à des présentations de Dr Toupin qui sont excellentes. Alors, on vous laisse la parole. Si tu veux rajouter des choses à ta biographie, parce que je n'avais pas... Non, c'est beau. Merci beaucoup pour l'introduction. Puis j'ai préparé des slides, alors je vais juste... j'essaie juste de monter ça à l'écran, mais quand je fais Share Screen, ça ne me donne pas l'option de partager. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que Camille peut faire de son bord. Vous êtes co-animatrice, donc ça ne devrait pas être un problème. Oui. Non, ça fait juste quand je clique sur Share Screen, ça fait juste dire Who can share.
mais ça ne me donne pas, en fait, l'option de partager. Juste une seconde, je vais essayer une autre affaire. Sinon, vous pouvez toujours me l'envoyer par courriel et je peux la partager pour vous, Dr. Tupper. Ça fonctionne. OK. Est-ce que vous voyez toute la diapo ou juste... On voit tout votre écran. Il faut que vous le mettiez en mode diaporama. Ouais. Juste le petit onglet en bas à gauche qui a l'air d'un petit écran. Complètement en bas. Voilà. Super, merci. OK. Donc, c'est ça. Donc, j'ai juste 15 minutes pour parler de la drépanocytose. Alors, je vais essayer d'être bref, puis de juste parler de points importants. Si quelqu'un jappe pendant ma présentation, c'est lui le coupable. Donc, ça arrive très souvent quand je fais des présentations qui décident de commencer à jaser. Donc, juste un petit rappel, quand on parle de l'hémoglobine en général, chez les adultes normales, la majorité de notre hémoglobine, c'est de l'hémoglobine A, donc l'hémoglobine adulte, qui est composée de 2 chaînes alpha et 2 chaînes bêta. Donc, ici, on voit la structure de l'hémoglobine normale. Donc, c'est une protéine qui est composée de 4 chaînes peptides. Donc, encore une fois, 2 chaînes de bêta-globine chez les adultes normales, puis 2 chaînes d'alpha-globine. Ce qui arrive avec la drépanocytose, c'est une mutation au niveau du gène de la bêta-globine. Donc, c'est en fait une substitution d'une seule paire de bases dans le peptide de la bêta-globine qui mène à toutes les complications de la maladie. Alors, c'est évidemment une maladie héréditaire. Les gens peuvent hériter un gène anormal de bêta-globine d'un parent, donc un gène de bêta-globine S, puis un gène normal d'un autre parent. Alors, ces patients-là auraient ce qu'on appelle le trait drépanocytaire, qui en général est une condition asymptomatique. Puis ensuite, si le patient hérite 2 gènes anormales, donc un de chaque parent, dans ce cas-là, ils vont avoir ce qu'on appelle l'hémoglobine SS, donc l'anémie falciforme ou la drépanocytose, et vont avoir les complications de la maladie. Essentiellement, ce qui arrive quand le gène de bêta-globine est modifié, le peptide qui en résulte est un peptide qui est anormal, évidemment, puis qui va se polymériser quand l'hémoglobine est sous forme déoxygénée. Donc, ce qui va arriver, c'est que dans le globule rouge, il va y avoir plein de polymères qui vont se former avec les gènes les peptides de bêta-globine anormale. Puis cette polymérisation dans le globule rouge va mener à la déformation classique du globule rouge en forme de croissant, qui est essentiellement la manifestation primaire de la maladie. Parce que les globules rouges avec la drépanocytose sont déformés, ils vont aussi avoir une durée de vie raccourcie. Donc, ils vont se faire détruire de manière prématurée par la rate, qui est une des raisons pour laquelle les patients vont être anémiques.
Donc ici, on voit genre le mécanisme primaire. Donc à gauche, on a un frottis sanguin d'un patient avec l'anémie falciforme. Donc on peut voir quand même un certain nombre de globules rouges normales, donc en disque biconcave. Ensuite, on voit les globules rouges pointus puis allongés en forme de croissant, qui sont les drépanocytes ou les sickle cells en anglais. Le problème avec les drépanocytes, c'est qu'ils vont avoir de la difficulté à passer à travers la microcirculation. Donc, dans les tout petits vaisseaux sanguins, les artérioles et les vénules, ils ne vont pas être capables de passer à travers parce qu'ils sont plus rigides que la normale. Donc, c'est ça qui va mener essentiellement à l'occlusion des vaisseaux sanguins dans la microcirculation, qui va mener à toutes les manifestations de la maladie. Donc, essentiellement, juste pour récapituler, les globules rouges déformés ne peuvent pas circuler dans la microcirculation. Il en résulte une obstruction ou une occlusion au niveau des petits vaisseaux sanguins. Ça va mener à un manque d'oxygène distal à l'occlusion qui va mener à un infarctus du tissu. Donc, le symptôme principal, quand ça arrive, c'est une douleur intense dans l'organe atteint. Et essentiellement, ça peut arriver vraiment n'importe où dans le corps. Donc, vraiment, le gros message à propos de l'anémie falciforme, c'est que c'est une maladie qui affecte vraiment tous les organes du corps. Donc, ça, c'est un diagramme qui illustre ce concept très bien. Donc, on peut voir que les gens avec l'anémie falciforme sont à risque d'avoir des accidents cérébrovasculaires, incluant chez les enfants très jeunes. Ils sont à risque de crise hépatique qui, éventuellement, s'il y a des crises répétées au niveau du foie, peut mener à une cirrhose du foie. Ils vont être prédisposés à des gallstones en anglais à cause de l'hémolyse chronique. Il peut y avoir du dommage aux reins, donc les gens vont développer avec l'âge une insuffisance rénale. On a des patients qui finissent sur la dialyse à cause de ça. Des complications osseuses, donc ils peuvent finir avec des nécroses vasculaires au niveau des hanches, au niveau des épaules. Encore une fois, on a des patients dans leur vingtaine, dans leur trentaine qui ont besoin des remplacements de joints. La vaso-occlusion au niveau de la rétine peut causer des rétinopathies. Les gens vont souvent avoir besoin de traitements au laser pour ça. L'hypertension pulmonaire, c'est une complication un peu moins commune, mais c'est quelque chose qui arrive chez les gens à cause de l'hémolyse chronique qu'on voit avec l'anémie falciforme. Il peut y avoir des crises aiguës thoraciques, donc le acute chest syndrome en anglais, qui, encore une fois, si c'est répété au cours des années, peut mener à du dommage au niveau des poumons. On a des patients qui finissent par avoir besoin d'être sur l'oxygène à la maison à cause de ça. Évidemment, il peut y avoir des manifestations cardiaques. La rate de la plupart des patients devient non fonctionnelle après l'âge de 5 ans en moyenne. Donc, les gens vont être prédisposés à avoir des infections avec des bactéries encapsulées à cause du dysfonctionnement splénique. Il y a toutes sortes de complications au niveau de la grossesse qui peuvent arriver. Les gens peuvent développer des ulcères au niveau de la peau, souvent sur les jambes. Et finalement, on n'a pas vraiment mentionné ici, donc la chose qu'on va voir de manière plus commune en salle d'urgence, ça serait juste des crises vaso-occlusives qui mènent à des douleurs aiguës dans la partie du corps qui est affectée. Mais ce qui est important de mentionner aussi, c'est qu'à mesure d'avoir des crises aiguës au cours des années, il y a un certain nombre de patients qui vont développer vraiment des douleurs chroniques comme complication de la maladie. Puis ça peut être très, disons, difficile à contrôler avec le temps.
Donc, ça illustre vraiment l'impact global de la maladie. C'est sûr qu'il y a différents niveaux de sévérité de la maladie. Il y a des gens qui vont avoir une maladie assez, disons, moins sévère, tandis qu'il y en a qui vont avoir une maladie très, très sévère. Puis ça dépend au moins en partie du niveau d'hémoglobine S dans le sang, qui dépend d'une couple d'affaires. Je sais qu'une des questions qui était posée, c'est quels gens sont à risque d'avoir l'anémie falciforme. Donc, essentiellement, la mutation de l'anémie falciforme s'est développée 5 fois dans l'histoire du monde. Alors, il y a 5 grandes régions qui sont affectées. Donc, il y a, je pense, 2 ou 3 de ces régions qui sont en Afrique. Ensuite, il y a aussi le bassin de la Méditerranée qu'on voit en rouge ici, le Moyen-Orient et l'Inde. Donc, évidemment, ces jours-ci, avec la migration des gens, on retrouve l'anémie falciforme un peu partout. Certainement au Canada, on a plusieurs patients avec l'anémie falciforme, puis spécifiquement à Ottawa, juste pour vous donner une idée, dans la clinique d'anémie falciforme à l'hôpital d'Ottawa, on a à peu près 300 patients adultes avec la drépanocytose et il y a un nombre à peu près équivalent d'enfants qui sont suivis à CHIO. Donc, juste pour conclure, essentiellement, nous, ce qu'on fait à l'hôpital d'Ottawa, on a une clinique de soins compréhensifs pour les gens avec la drépanocytose. Une partie de ce qu'on fait, c'est des soins préventifs. Donc, les patients vont recevoir des vaccins donc pour strep, meningococcal, etc., parce qu'ils n'ont pas de rate fonctionnelle. Ensuite, la grosse chose qu'on fait vraiment, c'est qu'on fait beaucoup de tests pour essayer de déterminer combien de dommages qu'il y a aux différents organes reliés à la maladie. Donc, on fait des échocardiogrammes, on fait des tests de fonction pulmonaire, on fait des MRI du cerveau pour détecter des accidents cérébrovasculaires asymptomatiques. On fait des tests d'urine pour tester pour la protéinurie, etc. Donc, pour chaque patient, on fait vraiment un bilan de tout le corps pour déterminer comment sévère leur maladie est. Puis ensuite, basé sur les symptômes, puis basé sur les organes qui sont affectés, on décide quelle est la meilleure option de traitement pour chaque patient individuel. Donc, certainement, il y a des patients qui ont une maladie moins sévère, qui peuvent des fois juste être observés sans recevoir de traitement spécifique. La grande majorité des gens sont sur l'hydroxyurée, qui est probablement le meilleur traitement pour la plupart des patients avec la drépanocytose en ce moment. L'hydroxyurée, c'est un médicament que les gens prennent à chaque jour qui a été prouvé dans plusieurs études à réduire beaucoup de complications de la maladie, incluant les crises vaso-occlusives, les syndromes thoraciques aigus. À ce point-ci, parce que les premières études avec l'hydroxyurée ont été faites dans les années 90, on commence à voir un bénéfice aussi au niveau de la durée de survie des gens avec l'hydroxyurée. Pour les gens qui ont une maladie plus sévère, les gens qui ont eu des accidents cérébrovasculaires, etc., on va souvent suggérer un traitement plus intense que l'hydroxyurée, donc spécifiquement des transfusions chroniques par échange, où on va essentiellement échanger leur volume sanguin avec des globules rouges d'un donneur pour vraiment diminuer les niveaux d'hémoglobine S à des niveaux auxquels on peut prévenir la plupart des manifestations de la maladie. Donc, ça, c'est toutes les options de traitement qu'on discute avec nos patients de jour en jour en clinique, dépendant du niveau de sévérité de leur maladie. Ensuite, juste pour terminer rapidement par rapport au futur, donc il y a beaucoup de médicaments en développement pour l'anémie falciforme.
Je pense que le bottom line, c'est que la plupart de ces nouveaux médicaments sont extrêmement chers, puis il n'y en a aucun qui a vraiment été prouvé à être plus efficace que l'hydroxyurée jusqu'à maintenant. Donc, l'hydroxyurée, c'est encore probablement notre premier choix pour la plupart des patients. Puis, il y a beaucoup des nouveaux médicaments qui ne sont pas encore approuvés au Canada, mais qui sont approuvés aux États-Unis. Ensuite, pour certains patients, surtout les plus jeunes, il y a les options de greffe de moelle osseuse qui sont faites un peu plus ces jours-ci. Puis de manière plus expérimentale, il y a la thérapie génique ou gene therapy en anglais. Puis on a en fait une étude qui vient juste d'ouvrir à l'hôpital d'Ottawa la semaine passée pour la thérapie génique qui va être offerte à certains de nos patients. Donc, c'est ça que j'ai en gros, mais je vais certainement être contente de répondre à n'importe quelle question à la fin. Exact, il y a déjà des questions, on va les prendre à la fin. Merci infiniment, Mélissa Toupin, c'était superbe, c'est toujours très clair et puis c'est ça qui est intéressant. Alors, on va passer maintenant à M. Yacouba Traoré, en fait, docteur Yacouba Traoré, qui est un médecin formé à l'étranger. Il est venu au Canada en 2001 et il étudie la gestion à l'Université McGill, travaille dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec et en Ontario. Entre 2007 et 2014, il devient gestionnaire de programme et directeur régional par intérim à la Fondation Trillium de l'Ontario et directeur des services à la clientèle au London Intercommunity Health Centre. Depuis 2014, Yacouba est maintenant directeur général au Centre de ressources communautaires Rideau-Rockcliffe à Ottawa. Ce centre est un organisme communautaire au service des résidents du quartier de Rideau-Rockcliffe. Et dans ses temps libres, quand il en a, Yacouba est entraîneur de soccer avec le club de soccer Gloucester Hornets. Alors, bienvenue, monsieur Dr Traoré. Donc, Dr Traoré va vous présenter sa vie avec la drépanocytose et surtout, ce qui est intéressant aussi pour nous qui allons soigner et qui soignons des personnes venant d'Afrique, qu'est-ce qu'ils ont vécu en Afrique versus comment ça se passe quand ils arrivent au Canada, puis voir un petit peu c'est quoi les croyances qu'il y a dans la communauté noire par rapport à cette maladie qu'en tant que professionnels qui soignons des médecins de la population noire auxquels nous devons faire attention. Alors, merci. Merci, Dr Chomienne. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je pense que j'ai la chance d'avoir vous qui avez été mon médecin de famille et puis Dr Toupin qui a également été mon médecin de famille. Donc, mon médecin traitant, pas de famille, mais je suis, comme Dr Chomienne l'a dit, je suis originaire de l'Afrique de l'Ouest, du Mali. Moi, je suis né, bien sûr, avec la drépanocytose. Je viens d'une famille de 6 enfants. Mes parents, à l'origine, savaient qu'ils avaient tous les deux le trait drépanocytaire, mais ça ne les a pas empêchés de se marier. Et 2 de leurs enfants ont eu la maladie, dont je suis l'un d'eux, qui est, comme Dr Toupin l'a expliqué, moi j'ai hérité des 2 gènes de mes parents et puis ça fait que j'ai la drépanocytose. Ça, pour moi, depuis la jeune enfance, c'est sûr que mes parents savaient que j'avais cette maladie parce qu'on leur avait dit et puis j'avais été diagnostiqué. Mais la première crise dont je me rappelle de la drépanocytose, ça a été à l'âge de 9 ans. Donc, j'ai eu ma première crise. Et puis, ça m'a marqué parce que c'était la première fois que j'avais cette douleur intense et puis que je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passe. Puis, on m'a amené à l'hôpital et puis j'ai eu la malchance à l'hôpital de tomber sur un personnel de santé où j'étais très jeune et à l'époque, on faisait pour les antalgiques et les analgésiques, on faisait des piqûres. Puis la personne qui m'a fait une piqûre a effleuré mon nerf sciatique. Donc, je suis passé à travers
la crise douloureuse, mais j'en suis sorti avec une réhabilitation qui m'a pris beaucoup de mois parce que j'allais perdre ma jambe et puis l'usage d'un pied. Donc, ça m'a beaucoup marqué. Et puis, ça a été le début pour moi de la drépanocytose. Bien sûr, comme Dr Toupin l'a expliqué, c'est beaucoup de crises douloureuses qui sont déclenchées par quand on est fatigué, quand on est déshydraté. Puis, tout jeune, c'est sûr que j'aimais beaucoup faire du sport, puis me considérer comme si j'avais les mêmes habilités que tous mes jeunes amis. Donc, ça m'a causé beaucoup de problèmes. Ça a eu un impact dans ma vie. J'ai dû apprendre. Bien sûr, en tant qu'enfant, c'est difficile d'apprendre à se contrôler et puis d'apprendre à comprendre qu'on n'est pas comme les autres, qu'on ne peut pas s'amuser comme ses autres amis, qu'on ne peut pas, qu'on va manquer beaucoup de temps d'école, parce que ça, c'est également une des conséquences de la drépanocytose, où quand on passe par des crises, alors on manque l'école, de ne pas pouvoir faire certains sports. Moi, je voulais, à un moment donné, tous mes amis voulaient s'inscrire au judo. Puis moi aussi, je voulais m'inscrire au judo, mais mes parents m'ont très vite fait comprendre que non, c'était quelque chose qui ne pouvait pas marcher pour moi. Et puis, à l'école, on devait faire du sport. Et puis moi, j'étais toujours exemple de sport. Et puis les autres amis se demandaient, mais pourquoi toi, tu ne participes pas au sport? Et puis, c'était difficile à expliquer. Donc, c'est le quotidien de ça. Ça a été mon enfance. Quand je me rappelle mon enfance, c'est quand même une enfance qui est marquée beaucoup par la douleur. C'est-à-dire, et c'était de telle sorte qu'à un moment donné, quand est venu l'âge où je devais choisir une carrière, ma mère voulait vraiment que j'aille faire de la médecine pour mieux comprendre ma maladie, pour pouvoir mieux gérer ma maladie. Alors, je suis allé à l'école de médecine, j'ai complété mes études de médecine. J'ai pratiqué la médecine pendant une année, mais je n'ai jamais aimé la médecine. Ce n'était pas ma vocation pour moi. Alors, mais ça m'a permis de comprendre c'est quoi, et j'ai fait des stages en médecine interne, en hématologie, donc je comprenais très bien la sévérité de ma maladie, et puis je comprenais, c'est-à-dire j'arrivais également avec le fait de mieux comprendre ma maladie m'a fait prendre conscience comment gérer un peu mieux ma maladie, donc comment faire un peu plus attention. Donc, j'ai vécu avec ça. C'est sûr que la question se pose toujours quand tu as une telle maladie. Quel est le regard des autres sur nous avec une telle maladie? Le regard est... il y a de la discrimination, c'est sûr. Il y a un biais qui est là, qui est attaché à la maladie. Parce que cette maladie en Afrique, et puis même ici, elle est vue comme une maladie où les gens n'atteignent pas très souvent l'âge adulte. C'était la réalité avant. Donc, beaucoup de gens me regardaient. Et puis, je me rappelle un jour un commentaire à l'école de médecine où des gens parlaient de moi et puis quelqu'un me l'a rapporté en disant, oui, ce garçon, il est très intelligent. Puis quelqu'un qui répond, ah oui, mais c'est dommage, il ne va pas vivre longtemps. Donc, c'est des choses qui sont lourdes quand on est enfant et puis quand on est jeune, qu'on entend les gens parler de nous de cette manière. Et puis oui, on apprend également, c'est-à-dire en ayant fait la médecine, on apprend à comprendre que notre espérance de vie est plus limitée que la moyenne et qu'il va falloir gérer ça également. Donc, il y a un aspect psychologique à la maladie qu'il faut savoir gérer. Au niveau des relations amoureuses, quand vient le temps de choisir un partenaire de vie, c'est des choix qui sont difficiles parce que, étant donné qu'on sait qu'on a
cette maladie et que si on est avec une personne qui a la même origine que nous et puis qui peut avoir le trait drépanocytaire, alors le choix est difficile, comme je suppose pour mes parents quand ils ont eu à faire le choix de décider en sachant qu'ils pouvaient transmettre, ils avaient une chance sur 4 d'avoir un de leurs enfants qui allait être malade et de faire ce choix. Moi, j'ai vécu toutes ces choses. Et puis, mais j'ai eu la chance parce que quand j'ai déménagé il y a 21 ans au Canada, et puis ici au Canada, j'ai rencontré ma conjointe qui, heureusement, n'est pas de la même origine que moi et puis n'a pas de la même race que moi. Donc, ça fait que mes enfants aujourd'hui, j'ai des enfants qui ont la chance de vivre sans cette maladie. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, c'est quand même un fardeau qu'on porte. Le regard des autres est lourd sur nous, mais on essaie de s'en sortir avec tout ça. La différence, moi, ce que je vois comme différence entre là où j'ai vécu, là où je suis né et grandi, et puis le traitement de la drépanocytose, et puis être venu au Canada, il y a une différence fondamentale. En Afrique, et puis je pense que c'est vrai encore aujourd'hui, parce que ça fait quand même 21 ans que je ne vis plus en Afrique, le traitement de la drépanocytose est déjà... Les croyances font que les gens ont l'impression qu'on peut guérir la maladie, souvent avec des concoctions. Même les gens qui ont fait des études, parce que mes parents ont fait des études poussées, mais on me forçait tout le temps à aller voir un guérisseur ou quelqu'un qui pourrait peut-être guérir la maladie. Donc, il y a d'abord cette approche qui est dans la communauté où les gens ont l'impression qu'il y a un remède miracle quelque part qu'ils peuvent te proposer, mais qui n'existe pas. Maintenant, quand il en vient au monde médical, étant donné que les ressources dans le domaine médical sont très limitées en Afrique, le traitement de la drépanocytose est la plupart du temps une gestion de crise. C'est-à-dire que le malade ne vient à l'hôpital et n'est suivi par le médecin que quand on est dans une phase occlusive, dans une crise douloureuse. Et alors, il n'y a pas de gestion, l'approche n'est pas une approche de gestion de maladies chroniques. Et ce qui rend, c'est-à-dire difficile, la gestion, la qualité, ce qui a un impact sur la qualité de vie des gens. Donc, il y a cette difficulté. En venant au Canada, c'est sûr qu'il y a également une disparité dans la prise en charge parce que dépendamment de où est-ce qu'on vit au Canada, on peut avoir accès à du personnel de santé qui connaît la maladie, ou on peut ne pas avoir accès à ce personnel de santé qui connaît la maladie. Moi, j'ai vécu à Montréal, j'ai vécu à Gaspé, et j'ai vécu à Windsor, j'ai vécu à London, Ontario, et puis finalement, je suis aujourd'hui à Ottawa. C'est sûr qu'à Montréal, j'ai eu quelques crises douloureuses où quand j'étais allé voir, je n'avais pas de médecin attitré à ce temps-là. Et puis quand j'allais dans les cliniques sans rendez-vous, le médecin avait souvent de la difficulté à comprendre de quoi je parlais. Donc, il y avait déjà ce fossé de compréhension qui était là, donc qui rendait la prise en charge un peu difficile. En Gaspésie, j'ai vécu en Gaspésie. Je n'ai pas eu de crise douloureuse en Gaspésie, mais c'est sûr que si j'avais été malade en Gaspésie, il n'y aurait pas eu de prise en charge spécialisée parce que je ne pense pas qu'il y ait une spécialisation là-bas avec les médecins qui étaient là. La même chose à Windsor, à London, en Ontario, qui a quand même de belles infrastructures au niveau de la santé. C'est sûr que le médecin de famille qui me traitait connaissait bien ma maladie, mais j'ai eu beaucoup d'interactions avec le personnel médical
où les gens me posaient également la question, me faisaient répéter c'est quoi, il y a un sickle cell. Donc, mais heureusement, ici à Ottawa, et merci, un grand merci à Dr. Chaumienne, Dr. Toupin, qui gère la clinique de la drépanocytose à l'hôpital d'Ottawa. Donc, je pense que je suis au bon endroit. Donc, ça également, ça vient avec ses défis, il faut le reconnaître, parce que tous les Canadiens qui vivent avec cette maladie n'ont pas la chance d'être dans une place où il y a ces soins spécialisés. Et il y a un problème d'accès, il y a un problème d'équité en matière de santé qu'il va falloir régler à un moment donné. Et puis, Dr. Toupin a parlé de l'arsenal thérapeutique qui existe présentement pour la drépanocytose. C'est très frustrant pour des malades comme moi qui connaissent très bien la maladie, qui suivent l'évolution thérapeutique de la drépanocytose, de savoir que d'autres médicaments existent, qui sont approuvés dans d'autres juridictions, mais auxquels on n'a toujours pas accès ici. Alors il va falloir changer toutes ces choses. Je pense que, mais quelque part, moi j'ai la chance, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je n'ai pas eu de crise majeure de drépanocytose. Je pense que ça a quelque chose à voir avec non seulement la qualité de vie ici, mais également la prise en charge que j'ai. Je vais avoir bientôt 50 ans, donc je pense que déjà j'ai fait mentir les gens à l'école de médecine qui disent que tout bas, il ne va pas vivre longtemps. Je pense que j'ai quand même un demi-siècle à mon compteur. Donc, déjà, je pense que c'est quelque chose qui est accompli. Moi, le message que je dirais à vous qui nous écoutez aujourd'hui et que vous êtes dans le domaine de la santé, c'est bien sûr, je pense qu'il y a un intérêt parce que si vous participez déjà à la conférence aujourd'hui, c'est que vous avez un intérêt pour cette maladie, de mieux comprendre cette maladie. C'est une maladie qui est lourde pour les personnes qui les portent, non seulement au niveau physique. Moi, j'ai eu comme Dr. Toupin l'a dit, ma hanche a été atteinte, donc j'ai eu un remplacement de hanche déjà. J'ai eu une chirurgie du cerveau pour pouvoir, parce que j'avais un anévrisme qui n'avait pas été découvert, et puis grâce au suivi patient qui se fait ici dans la clinique de sickle cell, ils ont pu détecter ça, et puis je suis heureux que au moins on l'ait traité cet anévrisme sans que ça n'éclate à un moment donné. Donc il y a toutes ces choses, donc c'est lourd. Donc il y a un poids psychologique qui est là sur le malade, il y a un poids physique qui est sur le malade. Et personnellement, et je sais que Biba va en parler, qui est la présidente de l'association de la drépanocytose au Canada, ici au Canada, et elle en parlera. Moi, je me trouve chanceux, donc je ne suis pas non plus, comme Dr. Toupin l'a dit, il y a différentes sévérités dans cette maladie au quotidien. C'est sûr que le résultat au final revient au même, tôt ou tard. Mais j'ai eu la chance de pouvoir poursuivre sans problème mon éducation, mon parcours éducatif. J'ai eu la chance de pouvoir avoir une vie professionnelle qui est très bien remplie et puis d'être dans une fonction qui quand même, au niveau de la maladie que je porte, ne me cause pas trop de problèmes parce que je ne suis pas manuel dans mon travail. Donc, je ne m'épuise pas. Donc, ça prévient également certains des risques et des complications de cette maladie. Et j'arrive à être dans une ville, comme je l'ai dit tantôt, qui est quand même où il y a une spécialisation dans cette maladie, donc qui facilite pour moi l'accès et puis la gestion. Mais c'est de comprendre la maladie et puis
de travailler avec le patient, avec la personne qui porte la maladie, pour pouvoir mettre en place un plan réaliste sur le long terme. Moi, à l'âge où je suis rendu, c'est sûr que et avec les compétences que j'ai par rapport à cette maladie, je comprends les risques de la maladie, je comprends les complications de la maladie. Ce que j'attends des soignants, c'est de pouvoir avoir une conversation honnête avec moi, de décider avec moi c'est quoi le plan de gestion, c'est quoi les alternatives. Récemment, on m'avait proposé de commencer parce que malheureusement, pour moi, l'hydroxyuréa, je n'arrive pas à stabiliser mon... Et ça a un impact un peu plus grand sur mon sang que sur les autres. Donc, on n'arrive pas à arriver à la dose idéale pour moi. Et donc, je pense que je ne bénéficie pas de tous les effets de ça. Mais dans où je suis personnellement, je ne me sens pas prêt à rentrer dans des transfusions constantes, en connaissant également qu'il y a des risques avec toutes ces choses-là. Donc, je me sens assez bien. Donc, je pense que c'est un choix, en connaissant les complications de ce choix également qu'on fait. Mais donc, ce que je dis, je donne cet exemple pour dire que quand on est médecin et on traite les gens qui ont cette maladie, c'est de comprendre les aspects non seulement psychologiques de la maladie, c'est également de savoir, d'avoir une approche collaborative avec la personne qui porte cette maladie et puis de décider avec la personne avec quoi elle est confortable. Donc, c'était ça. Je voulais... Merci à Dr. Chaumienne de m'avoir invité à participer à cette conférence. Une dernière chose que je vais dire en terminant, c'est les 2 derniers jours ont été pour moi, parce que j'ai participé lundi à la conférence sur la santé des Noirs et puis pour parler de cette maladie. Et aujourd'hui, j'ai également parlé de cette maladie. C'est la première fois que publiquement, moi, je parle de ma maladie. Parce que quelque part, c'est-à-dire que le tabou, le stigma psychologique m'a conditionné psychologiquement pour tout le temps m'éloigner de ma propre maladie, tout le temps vouloir me faire sentir comme si je n'avais aucune maladie pour paraître aux yeux des autres une personne normale. Mais aujourd'hui, à l'âge où j'arrive et puis n'ayant rien à prouver à personne, donc je me dis que oui, des témoignages comme le mien peuvent aider dans cette maladie, peuvent aider les gens qui portent cette maladie, peuvent aider le personnel de la santé qui porte cette maladie. Et ayant le double chapeau d'être un médecin de formation et de comprendre, c'est-à-dire cette maladie et en portant cette maladie, je pense que je comprends les 2 aspects du problème et puis je peux apporter souvent une contribution. Donc, c'est un peu ça. Merci. Tout à fait. Merci tellement, Yacouba. Je pense que ce témoignage est excessivement important. Puis, on l'avait fait dans un petit groupe avec des étudiants, puis ça avait fait toute une différence pour les étudiants. Et oui, je sais que je te remercie d'avoir fait ça publiquement parce que je pense que ça fait une différence pour beaucoup, pour les gens qui entendent. On se souvient de ce que tu nous dis. C'est sûr qu'on se souviendra de ce que Dr. Toupin nous a dit aussi, mais ce que tu nous dis, puis l'impact que ça a sur toi personnellement, ton entourage, toutes tes décisions, et l'importance de la décision partagée. En tant que gestionnaire, tu gères ta maladie, c'est ça, mais je pense que c'est très important. Alors, merci. On prendra les questions plus tard. Moi, j'aurai des questions aussi pour toi. Alors, on va passer à notre prochaine présentatrice, qui est Dr. Susan Tector. Dr. Susan Tector travaille à l'hôpital Montfort. Elle est urgentologue. Elle enseigne aussi aux étudiants en médecine depuis 2002, ainsi que les résidents de l'Université d'Ottawa. Elle a reçu son diplôme de médecine de McGill en 1998 et elle a fait sa résidence en médecine familiale et en médecine d'urgence à l'Université Queen's en 2000.
Alors, Dr. Tector est quelqu'un qu'on aime beaucoup, nous, à Montfort, et puis en santé mondiale, parce qu'elle elle a fait plusieurs missions avec Médecins sans frontières. Elle a fait des missions en 2006 au Soudan, dans le Darfour, en 2007 au Tchad, en 2008 en RDC, en République démocratique du Congo, qu'il y avait une épidémie de choléra, au Katanga, en 2009 au Pakistan, en 2010 en RDC, Nord Kivu aussi. Et il y avait de l'Ebola à ce moment-là? Non, pas là. Puis en 2011, en RDC, Katanga aussi, l'épidémie de rougeole. Elle a aussi été en 2013 en Syrie et en 2015 au Nigeria. Alors, Dr. Tector va nous partager un petit peu son expérience, tant en tant qu'urgentologue, peut-être que son vécu en Afrique, et voir comment nous, en tant que professionnels de santé, on peut peut-être, comme disait Dr. Traoré, mieux accueillir ou mieux comprendre ou mieux faire face à ces patients qui viennent avec des crises douloureuses. Merci, Suzanne. C'est à toi. Tu as tes 15 minutes comme les autres. Merci, Dr. Chaumienne. Je vais essayer de partager mon écran, mais si... Ça fonctionne. OK. OK. Ça, vous voyez bien? Oui, ça fonctionne très bien. OK, merci. OK, parfait. C'est le premier défi fait que la technologie fonctionne. C'est ça, je vais vous parler un peu plus de mes expériences, un peu quand j'ai travaillé hors du Canada, mais je pense un peu plus de qu'est-ce que j'ai vu ici dans la salle d'urgence. Et je ne veux pas parler de tout qu'est-ce que les très bonnes informations qu'on vient d'avoir aussi de Dr. Toupin et de Dr. Traoré. Et je vais essayer de vraiment parler plus de comment on traite les crises vaso-occlusives, les crises de douleur à la salle d'urgence, parce qu'il y a certains défis et je pense certainement beaucoup de défis historiques que les patients ont eu pour recevoir des bons traitements à la salle d'urgence. Sur les présentations qu'on va parler, on va vraiment parler plus des crises vaso-occlusives ou des crises de douleur. Mais quand quelqu'un présente à la salle d'urgence, on pense toujours aux autres possibilités qui sont peut-être moins douloureux, mais plus dangereux en termes de potentiel de devenir plus malade. Les infections peuvent être beaucoup plus sérieux parce que les patients, même s'ils ont encore le RAT, ça ne fonctionne pas bien. C'est un aspénie fonctionnelle. On a déjà entendu parler un peu de les risques d'infection et l'importance de les patients d'avoir leur vaccin à jour. Le syndrome thoracique aigu, qui est vraiment, c'est n'importe quand qu'il y a un comme diagnostic médical qui décrit, it's very descriptive, syndrome thoracique aigu, comme ça, c'est souvent parce que ça a comme il y a beaucoup de choses qui peuvent causer un syndrome thoracique aigu. On pense toujours à infection, embolie pulmonaire et aussi les embolies fat emboli, les embolies graisseuses. C'est vraiment un syndrome où est-ce qu'un patient vient avec des changements dans son rein X, des poumons, et avec soit une fièvre ou des symptômes respiratoires. Ça peut être saturation qui a baissé, des dyspnées ou des détresses respiratoires. Les AVC aussi, juste à cause des mêmes sortes de pathologies qui causent les problèmes de douleur, c'est que les vaisseaux sanguins bloqués. Et les AVC, c'est une des causes des AVC chez les enfants. C'est quelque chose qui est très rare d'habitude chez les enfants, mais plus de risques pour les enfants avec la drépanocytose. Séquestration splénique, quand les globules rouges sont pris dans la rate est plus grand, et les patients peuvent présenter avec douleur quadrant supérieur gauche et avec une anémie. Et crise aplasique, où est-ce que c'est la moelle osseuse ne crée pas assez de toutes les choses. Ça va être l'hémoglobine, les globules blancs et les plaquettes qui sont très bas et ça peut être une anémie très, très marquée.
Quand on parle de les crises vaso-occlusives, je pense, j'espère que vous voyez bien ça. Ça, c'est le petit photo avec les petits drépanocytes qui bloquent. C'est vraiment mécanique. C'est un mécanique, c'est bloqué. Mais il y a certaines choses qui peuvent déclencher les crises. Sur le froid, alors au Canada, certainement, on est à risque de ça. Le stress, n'importe quelle infection, même une petite infection virale, n'importe quoi qui va causer des déshydratations. Alors, pour les sports, n'importe quoi qui va causer la déshydratation, ça peut être à risque. Alors, comme on vient juste d'entendre, comme ça peut limiter un peu le judo ou les autres sports. Aussi être attitude sur les voyages en avion ou le fait aller dans des montagnes ou où est-ce que les personnes vivent, ça peut faire une différence aussi. Mais ça ne prend pas nécessairement un de ces facteurs déclenchants, ça peut juste arriver comme ça. Quand j'ai travaillé plus en Afrique, qu'est-ce qu'on voyait le plus souvent? C'était une présentation comme ça. Ça serait un jeune enfant de 1 an, 2 ans, 3 ans, avec les mains et des fois aussi les pieds très douloureux et enflés. Et c'est la présentation qu'on voyait le plus souvent. Ça, c'est une dactylite. C'est aussi causé par le syndrome pied-main. Et quand on voit ça chez un enfant qui a, soit dans une partie du monde ou avec un background qui vient dans certaines parties du monde, il faut penser, même s'ils ne sont pas diagnostiqués, ça fait certainement penser à drépanocytose. La plupart des places où est-ce que je travaillais, c'était vraiment des cliniques ou des hôpitaux sans beaucoup de ressources en termes de laboratoire, de rayon X, des fois même sans rayon X. Des fois, les seuls tests qu'on pouvait faire, ça serait peut-être une hémoglobine, mais pas plus que ça. Le traitement, c'était limité et on essayait de contrôler le mal avec ce qu'on avait, mais c'était aussi frustrant parce que souvent, on avait soit pas de opiacés ou pas de médicaments plus forts que des paracétamol ou des Tylenol et peut-être des anti-inflammatoires. Et ça serait la seule chose qu'on avait. On donnait ce qu'on pouvait pour le mal, mais il y a beaucoup de places où est-ce que c'est très, très difficile d'avoir des médicaments plus forts, des opiacés ou des médicaments plus forts. Si on faisait ce qu'on pouvait et aussi encore de contrôler s'il y avait peut-être une infection ou quelque chose d'autre, une déshydratation, de traiter ça aussi. Mais c'était frustrant, certainement pour les parents, pour les enfants et pour le personnel de santé. Quand on sait qu'il y a certains traitements qui aideraient plus, mais on n'a pas accès. C'est comme toujours, on fait ce qu'on peut et aussi juste de donner un peu d'informations aux patients. Et d'habitude, ils savaient comme c'était dans leur famille, les parents savaient un peu c'était quoi la maladie. En général, pas en détail, mais encore, on faisait ce qu'on pouvait. Mais c'est vraiment si on voit ça, les mains comme ça enflées, c'est vraiment le diagnostic est évident. Pour les patients, c'est aussi le même patient qui présente à CHIO, à l'hôpital Montfort. Ici à Ottawa, on a beaucoup plus, évidemment, d'options pour traitement, pour le suivi et tout ça. Mais pour n'importe quel patient qui vient, sur les crises vaso-occlusives, la raison qu'ils sont tellement douloureux, et comme on a déjà entendu, c'est que d'habitude, c'est les os et c'est les os longs. Ça serait souvent le tibia, l'humérus, le fémur. Et c'est des petits, quelqu'un m'expliquait, c'est un peu comme avoir des fractures partout dans les os et c'est pour ça que c'est tellement douloureux, mais c'est même pire que ça parce que si on a une fracture de notre bras, on peut mettre un attelle, on peut faire ce que ça ne bouge pas et ça, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour la douleur, pour un os de brisé. Mais pour les crises de douleur, il n'y a rien, on peut pas, ça ne fait pas de différence si on bouge pas.
Ça, c'est vraiment avec les médicaments qu'il faut donner pour traiter la douleur. Et historiquement, et je pense avant qu'il y avait plus d'éducation et peut-être aussi plus de patients avec la drépanocytose dans un pays comme le Canada, quand c'était pas bien connu, et c'est encore pas bien connu dans certaines places, comme on a entendu, mais je pense qu'il y avait beaucoup de peut-être suspicion avec les patients qui arrivaient en beaucoup de douleur, mais sans avoir comme un test qu'on peut faire, une prise de sang, un rayon X qui va nous donner un diagnostic. So, il y avait, je pense, il y a beaucoup de patients qui ont déjà eu l'expérience de ne pas recevoir les médicaments qu'ils avaient besoin pour le mal. Et même, alors pour moi, ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans les salles d'urgence. Et j'ai vu, numéro un, j'ai vu, je pense, seulement mon expérience, mais beaucoup moins de patients qui se présentent à la salle d'urgence avec les crises douloureuses. Et je pense que c'est parce qu'il y a plus de cliniques, et certainement à Ottawa, il y a une très bonne clinique pour la prise en charge avec le hydroxyurea aussi qui aide à diminuer les crises aiguës. Mais aussi, il y a beaucoup, beaucoup plus d'éducation avec les résidents, avec les médecins qui travaillent dans les salles d'urgence, de l'importance de contrôler le mal et qu'il faut que ça soit fait vite et des fois, ça prend beaucoup des doses très élevées de médicaments que des fois, peut-être, on va se demander est-ce que c'est trop, on ne veut pas causer ils ont des problèmes d'addiction, on ne veut pas causer des tolérances et tout ça, mais quand c'est des douleurs aiguës, c'est comme avant, c'est un peu la même chose quand j'ai commencé, il y avait une approche en médecine dans les salles d'urgence qu'il ne fallait pas trop donner des médicaments pour la douleur, pour des douleurs abdominales comme une appendicite, parce que ça changeait l'examen physique et peut-être qu'il n'allait pas diagnostiquer une appendicite parce qu'on a donné trop de médicaments, trop de morphine aux patients. Mais c'est absolument faux. Il faut traiter les douleurs des patients et ça ne va rien changer pour les diagnostics et tout le reste. Donc, je pense que c'est vraiment des approches en général qui sont améliorées. Les opiacés sont première ligne. Les anti-inflammatoires aident beaucoup aussi. Et le but, c'est vraiment en dedans de 60 minutes d'avoir le premier dose et des réévaluations aux 15 à 30 minutes. Now, il y a aussi des défis par rapport à ça, par les temps d'attente et essayer de voir les patients le plus vite possible. Mais c'est ça le but vraiment de contrôler le mal parce que c'est aussi que le mal cause plus de juste la douleur comme ça va causer plus de stress. Et ça va causer plus de douleur. Ça, c'est vraiment, on commence à être dans un cercle comme ça. Il faut vraiment contrôler. L'oxygène, ça, c'est quelque chose aussi qui a changé qu'avant, comme une vingtaine d'années passées, on parlait pour tout le monde donner l'oxygène, de vraiment donner les liquides, hydratation par intraveineuse parce que presque tout le monde était déshydraté. Mais ça a changé. L'oxygène, si nécessaire, ça, c'est vraiment, on veut une saturation d'oxygène plus que 95 hydratation, c'est seulement si les patients ont besoin. Ça, s'il y a une hypovolémie. Mais sinon, si on donne trop de liquide intraveineux, ça peut en fait empirer les syndromes de thoracique aigus. Il faut, si nécessaire, mais pas juste comme ça. Éviter de la glace, ou encore comme s'il y a quelqu'un au genou ou quelque chose, des fois on dit de mettre la glace dessus, mais il ne faut pas faire ça pour la drépanocytose parce que le fois ça peut empirer. C'est des beaux couvercles chaudes à l'urgence. Ça, on a d'habitude accès. Comme on vient juste de parler. Juste en général, pour les autres traitements qu'on peut donner à la salle d'urgence. Ça ne serait pas pour une présentation avec juste une douleur aiguë, mais pour quelque chose qui est plus sévère, comme une anémie sévère, les patients qui viennent avec séquestration ou une crise aplasique. Les guides sont vraiment, si on connaît déjà l'hémoglobine du patient, ça serait si l'hémoglobine a baissé de plus que 20,
grammes per décilitre, ou si on ne connaît pas l'hémoglobine de base du patient, si c'est en bas de 60. Le exchange transfusion ou le ex-sanguino-transfusion, nous, on ne ferait jamais ça sans appeler l'équipe de hématologie. On serait au téléphone, juste en demandant pour les guides. Mais ce serait pour les présentations plus sévères comme un AVC ou le syndrome thoracique aigu qu'on en penserait et on parlait à l'hématologie. Et comme je parlais avec vraiment les stigmatisations, il y avait un papier sur écrit par the American College of Emergency Physicians, où est-ce que, comme le grand mot, le premier mot, c'était vraiment patient report of pain is the gold standard. So, il n'y a aucun test, il n'y a pas de prise de sang, il n'y a pas un rayon X qu'on peut faire qui va nous dire si le patient est en crise vaso-occlusive, crise de douleur ou non. C'est vraiment le patient qui connaît son corps, il connaît son douleur. Ça nous aide beaucoup. Des fois, les patients vont venir avec un petit carnet, un petit papier de leur spécialiste, du clinique de drépanocytose ou de leur hématologue. Et ça l'aide beaucoup parce que, spécialement si c'est des médecins ou des infirmières qui ne connaissent pas très bien la maladie, ils vont pouvoir me dire, OK, ça c'est l'hémoglobine de base, ça c'est le traitement qu'ils prennent. Et juste ça, c'est juste un petit papier qu'ils peuvent avoir dans leur portefeuille. Et ça l'aide beaucoup avec le staff, juste de vraiment que tout le monde soit, je pense, rassuré. OK, c'est ça qu'on va faire. C'est peut-être, on ne voit pas des cas comme ça très souvent. So, pour le personnel médical, c'est quelque chose qui aide ça avec l'éducation, ça l'aide beaucoup. Et c'est intéressant parce qu'une des choses, c'est que pour n'importe qui avec des douleurs chroniques, il y a toujours des craintes, encore spécialement dans les salles d'urgence, où est-ce qu'on ne connaît pas les patients, ce n'est pas nos patients. On a tous des patients qui viennent pour essayer d'avoir des narcotiques ou qui nous mentent, et je pense qu'on est un peu trop suspicieux des fois. C'est ça notre état de base. Mais juste de savoir que vraiment, avec toutes les études qui ont été faites, ça c'est tout dans les États-Unis, mais ça devrait être la même chose au Canada, que c'est le même pourcentage d'addiction pour les opiacés que la population générale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des patients, mais c'est comme tout le monde. L'utilisation des opiacés était stable, ça n'a pas augmenté durant les années 2008 à 2014. Même que la population en général, ça l'avait augmenté. Avec les patients avec la drépanocytose, ça l'avait pas augmenté aux États-Unis. C'est juste pour nous rassurer aussi qu'on ne veut pas aussi faire de mal à donner beaucoup d'injections d'opiacés aux patients qui peut-être que c'est pas nécessaire, mais on peut être rassuré par toute l'évidence, toutes les études qui ont été faites, que c'est vraiment pas le cas. Et c'est ça, c'est vraiment l'éducation du personnel médical, et c'est ça que j'ai vu beaucoup dans les 10-20 ans passés, qu'il y a beaucoup plus d'éducation qui a été faite, et que comme les infirmières au triage, c'est très important qu'ils savent c'est quoi, et aussi pour les médecins, les résidents, les étudiants. Et c'est tout. Ben, c'est parfait, c'est tout à fait ce que je voulais entendre, et je pense que c'est très bien parce que c'est ça, c'est vrai, tu sais, et c'est vrai que ça a changé depuis 20 ans, on en voit de moins en moins grâce à Dr Toupin qui s'en occupe bien, et que certainement, je pense que si les gens sont un petit peu plus habitués ou plus connaissants et sont certainement moins récalcitrants à donner des opiacés et à contrôler la douleur, parce que c'est vrai qu'au tout début, il y a plus que 20 ou 30 ans, c'était toujours la crainte. Tu as tout à fait raison. En tout cas, merci infiniment, Suzy. C'était très intéressant et très à propos. Alors, on va laisser le mot de la fin à Madame Biba Tenga. Madame Biba Tenga, je pense, je ne sais pas si je ne la connais pas très bien, mais je ne sais pas si c'est elle qui a fait
tout ce qui s'est passé au niveau de l'association canadienne de l'anémie falciforme, parce que je pense que c'est une dynamo de ce que je vois, et de ce que j'entends et de ce que j'ai vu. Et je pense qu'elle a beaucoup milité pour tout ce qui se passe au niveau de la drépanocytose, pour justement améliorer le diagnostic, le traitement et améliorer la vie des personnes qui sont touchées, leurs familles, leurs aidants. L'association regroupe des membres du Québec, de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de l'Alberta. On estime à peu près environ 6000 personnes, les personnes qui vivent avec la drépanocytose au Canada. Et grâce aux efforts probablement de Madame Tinga, de ses membres, on est arrivé à obtenir le dépistage néonatal dans presque toutes les provinces, ce qui est phénoménal. On attend encore le Manitoba, le Saskatchewan est en cours. Alors, félicitations pour toutes ces démarches que vous avez faites. De plus, et ça c'est excellent, le Dr Biba et son militantisme a permis le registre canadien de l'anémie falciforme qui a pu recevoir l'approbation éthique institutionnelle le 7 avril 2022, donc il y a juste quelques mois, c'est tout frais. Et ce registre national va vraiment permettre et être utile pour les chercheurs et les cliniciens. C'est extrêmement important d'avoir tout ça quelque part, consigné quelque part. Et pour faire de la recherche, c'est vraiment essentiel. Alors, merci Madame Biba d'être ici avec nous. Et je vous laisse la parole parce que je sais que vous êtes une maman aussi d'un fils qui a la drépanocytose, si je me souviens bien. Oui, tout à fait. Alors, je vous laisse parler. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette opportunité et puis merci à tous aujourd'hui d'être présents ce soir. Oui, je suis maman d'un jeune adulte, comme j'aime le dire, parce que mon fils a 34 ans maintenant. Donc, je suis devenue, j'aime dire que je suis plutôt consultante maintenant pour sa santé parce qu'il prend ses décisions lui-même et on en discute toujours beaucoup en famille et puis il prend toujours la meilleure décision pour lui. Alors, moi, je vais vous parler de l'association. Je pense que vous avez déjà dit tout ce que nous avons fait parce qu'en fait, on est des bénévoles, avec les bénévoles passés et présents depuis bientôt 10 ans qu'on travaille au Québec. Mais je vais vous lire quelque chose. J'aimerais lire quelque chose, c'est-à-dire notre premier rôle, c'est de soutenir les personnes qui sont affectées et leurs familles, de rapporter du soutien et surtout de les aider avec tous les enjeux qu'on rencontre. Vous avez entendu les présentations de Dr Toupin et Dr Tector et vous savez très bien comment cette maladie et aussi l'expérience de vie de Dr Traoré, comment cette maladie affecte les gens et elle est douloureuse, débilitante et elle n'est pas très connue jusqu'à présent, alors qu'ici au Canada, c'est l'une des maladies génétiques les plus fréquentes. Alors, je vais vous lire ici un message que nous avons reçu d'une jeune patiente. Je vais taire la province, l'hôpital, mais j'aimerais juste que vous écoutiez l'expérience. Alors, elle nous a écrit le matin du 13 avril, très tôt dans le groupe de soutien que nous avons. Elle a écrit ceci. « Bonjour à tous. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans ce groupe à qui je devrais envoyer ce message directement, mais hier soir, j'ai été, elle a cité son hôpital, pour une crise de drépanocytose, douleur dans le dos. Ils m'ont donné de l'hydromorphine 2 fois et du tramadol et j'étais branchée à une intraveineuse pour hydrater. Ils ont fait des analyses de sang et le médecin a dit que mon taux d'hémoglobine était faible et que mon taux de globules blancs était élevé. Ils allaient me garder la nuit pour me surveiller et qu'ils pourraient envisager une transfusion sanguine. Je suis arrivée à l'hôpital vers 18 h. Après avoir parlé avec le médecin, on m'a donné encore 1 mg d'hydromorphine et on m'a branchée. Bon, elle raconte toujours parce qu'elle était un peu encore choquée par les événements. Elle se répète un peu. Quelques heures plus tard, vers 22 h, on m'a encore donné du tramadol. L'infirmière n'arrêtait pas de me demander quel était mon niveau de douleur. Je lui ai dit qu'il était environ de 6 sur 10 depuis que j'avais pris les analgésiques. Je l'ai dit, le médecin a dit qu'ils allaient me garder pour la nuit pour me surveiller. Elle m'a répondu que non, que ce n'était pas le cas, que dès que la douleur s'atténuerait, je pourrais partir. À minuit, on m'a redonné de l'hydromorphine, ce qui m'a endormie. Je me suis endormie un long moment. L'infirmière m'a réveillée en me demandant comment je me sentais. Je lui ai dit que la douleur était entre 5 et 6 sur 10. Elle m'a dit, OK, êtes-vous prête à partir? Je lui ai dit, je ne pensais pas, puisque la douleur n'était pas complètement disparue. Elle a répondu, bien, qu'est-ce qu'on est censé faire d'autre pour vous? Je lui ai dit, je ne sais pas. Elle a répondu, OK, vous pouvez appeler votre chauffeur maintenant. Je lui ai dit que je me suis conduite moi-même. Elle m'a dit, OK, je vais imprimer vos papiers et vous pouvez partir. J'ai fini par quitter l'hôpital après 2 h du matin.
j'étais encore groggy et dans les vapes. Honnêtement, je ne sais pas comment j'ai pu rentrer chez moi sans problème. Quand je me suis réveillée aujourd'hui, toute cette épreuve me dérange. D'une part, parce que j'ai toujours mal et que je ne vais pas bien, et d'autre part, parce que j'aurais pu mourir ou tuer quelqu'un en rentrant chez moi en voiture. J'ai eu l'impression qu'on m'a forcé à quitter l'hôpital et pour couronner le tout, on ne m'a même pas donné d'ordonnance pour mes médicaments contre la douleur. Alors, voilà pourquoi nous, parents, bénévoles, associations, nous sommes obligés de travailler très étroitement avec ces patients parce que ici, je ne veux pas condamner un hôpital, c'est pour ça que je ne le cite pas. Je ne veux pas condamner le médecin ni l'infirmière, mais cette jeune dame n'est pas partie dans son hôpital où on la soigne d'habitude parce qu'elle avait mal, parce qu'elle a essayé de gérer la douleur elle-même. Et pour répondre à un point que Dr Hector a souligné, la plupart des jeunes adultes ne se rendent plus aux urgences parce qu'ils ne veulent pas être traités de cette façon-ci. Alors, on en perd certains parce qu'ils ne vont plus à l'hôpital à cause de la stigmatisation et de ce genre de traitement. Elle n'avait pas de famille. La seule option qu'elle avait, elle n'a pas voulu appeler l'ambulance. Une erreur de sa part. Elle a pu se conduire parce qu'elle comprenait encore son corps et elle s'est rendue dans l'hôpital le plus proche. Malheureusement, dans cet hôpital, ils ne connaissaient pas la drépanocytose ou anémie falciforme. Et ça arrive souvent. Lorsqu'une crise commence, où qu'il soit, ces patients doivent se rendre spécifiquement dans un hôpital pour recevoir des soins appropriés. Ou alors, comme je leur dis souvent, sinon, mais vous mettez votre vie en danger en vous rendant dans un hôpital où le médecin qui est aujourd'hui ce jour-là n'a peut-être pas soigné des patients, n'a peut-être pas le temps, est débordé et ne pose pas les bonnes questions ou ne fait pas la bonne chose. Alors, je vais aussi essayer de voir si je peux partager mon écran pour continuer, pour vous donner d'autres raisons pour lesquelles nous travaillons avec les patients. Alors, j'espère que tout le monde voit mon écran. Je ne sais pas si c'est visible. Oui, parfait. Je vais revenir à la carte, mais je vais vous montrer ceci. Vous voyez ici, sur ce tableau, on a fait un tableau comparatif entre les États-Unis et le Canada. Alors, regardez ici. En 1988, ici aux États-Unis, ils ont commencé à utiliser l'hydroxyuréa, dont les deux médecins vous en parlent ici et dont aussi M. Traoré a parlé. Pour nous, au Canada, c'est arrivé en 1995. Donc, de 88 à 95. On aimerait juste pointer le temps sur le délai que ça a pris pour que ce médicament soit approuvé ici. Ensuite, on est resté toutes ces années-là, donc de 95 jusqu'à ce qu'on arrive en 2020, on est au même niveau avec les États-Unis. Match nul. Ensuite, on arrive ici. En 2019, là, vous avez vu, il y a 3 médicaments spécifiquement dédiés à l'anémie falciforme qui ont été approuvés aux États-Unis par le FDA. Donc, on en a un qui est créé par la compagnie Novartis, l'autre par GBT. Et avant ça, en 2017, il y en avait Andari qui a été créé par Emmaüs. Aucun de ces 3 médicaments n'est disponible au Canada à la date où nous parlons. Et si vous regardez le délai que je vous ai montré, ça va prendre environ 8 ans ou plus avant que ça n'arrive, surtout avec la politique des prix du gouvernement canadien. Alors, c'est pour ces raisons-là que nous, association de patients, nous sommes là pour supporter ces médecins qui vous parlent. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi tout ce qu'elles nous ont montré, ça, c'est un traitement de soutien, supportive care, depuis plus de 40 ans. C'est ça qu'on donne à notre communauté. Quand on donne des antidouleurs, des antibiotiques, des vaccins et du sang, c'est tout ce qu'on a pour soigner l'anémie falciforme. Cette maladie a été découverte depuis plus de 100 ans. Alors, on se dit qu'il est temps que les choses changent. Il est temps qu'il y ait plus d'options de traitement, que M. Traoré, qui ne veut pas prendre l'hydroxyuréa, ne soit pas forcé d'aller juste vers les échanges de sang si ce n'est pas ce qui lui convient. Peut-être que si on avait accès à ces médicaments, peut-être qu'on pourrait lui offrir d'autres options. Alors, c'est pour ça que nous, association de patients, nous sommes là pour les soutenir. On est là d'abord pour commencer, pour avoir un impact sur leur qualité de vie, pour les traitements qu'ils reçoivent. On a parlé de centres de soins complets. Il y a beaucoup de choses qui manquent dans ces centres de soins complets. On s'est toujours demandé, avec tout ce qui se passe autour de l'anémie falciforme, des gens qui vivent avec une douleur chronique, il n'y a aucun soutien pour la santé mentale.
beaucoup de jeunes adultes, on ne leur offre pas de psychothérapie. Parce que parfois, dans les cliniques, il n'y a pas de psychologue attitré à ces gens-là. Comment expliquer cela? Les adultes femmes qui ont eu des enfants nous ont dit qu'elles prendraient la douleur de l'accouchement sans péridurale tous les jours au lieu d'une crise d'anémie falciforme. Et les hommes qui ont eu des fractures nous ont dit, quand j'ai eu ma fracture, ce n'était pas grand-chose par rapport à la douleur de l'anémie falciforme. Alors, si vous avez vécu une de ces expériences, essayez d'imaginer ce que c'est que de vivre avec cette douleur plusieurs heures, plusieurs jours, et de vous retrouver aux urgences ou à l'hôpital et qu'on ne vous croit pas, et qu'on ne vous donne pas de médicaments pour soulager cette douleur. Et si jamais vous vous énervez, alors vous devenez agressif pour le personnel de la santé. Nous partageons tout cela pour, je pense, élargir les connaissances et puis créer un terrain de discussion. Vous savez, les médecins comme Dr Toupin, comme Dr Tector, on en a un, quelque part, 2 par ville. Ça nous en prend un dans chaque hôpital qui a l'expertise, la connaissance, la patience de non seulement soigner les patients et de venir dans des sessions comme ça pour éduquer les autres professionnels de la santé, pour partager l'expérience et l'expertise et les connaissances afin qu'on puisse être sûr que notre communauté n'est pas mise dans des cages de prison de la santé. Mon fils est un technicien en pharmacie. Il voulait être pharmacien. C'était ce qu'il voulait, c'était son rêve. Et quand on est arrivé au Québec, quand il a fini le secondaire, il a trouvé l'école à Sudbury en Ontario. J'étais dans tous mes états, mais les gens m'ont dit, il faut bien qu'il vive, il va vivre longtemps, ne t'inquiète pas, ça change, ce n'est plus l'Afrique, il faut le laisser partir. Il n'y avait pas un médecin à Sudbury qui pouvait soigner l'anémie falciforme. On a dû en trouver un seul qui a accepté de le prendre, et son médecin à Montréal l'avait mis sous Hydrea. Il n'a pas eu de crise pendant 3 ans, il a pu faire des études, mais à chaque mois, il fallait qu'il fasse une prise de sang qu'on envoyait au médecin à Montréal, qui interprétait, qui appelait celui de Sudbury au besoin. Et au bout de quelque temps, l'Hydrea a cessé de fonctionner, comme dans le cas de M. Traoré. Il a dû revenir avec son diplôme de technicien en poche, mais pas pharmacien. Alors, il travaille, il est debout 8 heures à 10 heures par jour, épuisé en fin de journée, aucune qualité de vie. Il rentre chez lui le vendredi, ressort le lundi parce qu'il faut qu'il se repose autant pour pouvoir retourner au travail le lundi. Alors, pour ça, j'étais consciente, je me suis dit, il faut qu'on change les choses. Il faut qu'il puisse retourner à Sudbury s'il veut et qu'il y ait une clinique où il peut se rendre pour soit avoir les échanges de sang ou avoir un médecin qui est capable de comprendre comment doser l'Hydrea pour qu'il puisse rester. Alors, nous travaillons. Aujourd'hui, nous avons des représentations provinciales dans 8 provinces et un territoire. Et cette organisation a été fondée depuis 2012. Vous l'avez entendu, nous avons obtenu l'approbation éthique pour le registre. Et ça, toute cette démarche a été faite par notre association. Mais si vous êtes dans le domaine de la santé, vous savez qu'il y a des registres pour beaucoup d'autres maladies rares. Comment ça se fait que nous devons militer pour un registre de la santé? Comme j'aime le dire souvent quand je parle, je dis, nous ne sommes pas, comme on dit en anglais, un equity seeking group, we are equity deserving group. On mérite d'avoir l'opportunité d'avoir accès aux mêmes soins de santé que tout le monde et afin qu'on puisse avoir une meilleure qualité de vie. Alors, j'aimerais vraiment remercier aujourd'hui les organisateurs de cette session parce que ce n'est pas tous les jours que l'emphase est mise sur l'anémie falciforme pour en parler de cette façon et pour aussi élargir les connaissances de tout le monde autour de cette maladie, briser les tabous aussi. Le tabou ne vient pas seulement de la communauté de soignants, ça vient aussi de nous-mêmes, entre nous, en parler. Aujourd'hui, M. Traoré en parle après un demi-siècle ouvertement. Ça va inspirer beaucoup de jeunes qui, avec la maladie qui vont voir qu'ils peuvent vivre une vie normale en écoutant, en ayant une belle relation avec leur médecin, on peut changer les choses. Et je ne terminerai pas sans vous dire que malheureusement, parce que nous n'avons pas de registre pour la maladie, on ne peut pas vous donner la qualité des soins sur une base de preuves tangibles que ces gens reçoivent. Et pour nous, pour qu'on puisse aller à Ottawa, trouver nos décideurs politiques et pouvoir pousser et puis demander donc que ces nouveaux médicaments soient amenés au Canada, qu'on puisse aussi parler de la qualité de vie, qu'ils puissent, quand ils ne peuvent pas travailler aussi, bénéficier donc de l'aide, ça nous prend un registre pour cette maladie. Alors, si vous êtes un professionnel de la santé,
Si vous avez devant vous une personne atteinte de l'anémie falciforme, pensez à tout ça. Pensez que c'est une population vulnérable, mais résiliente. Et essayez de les écouter quand ils vous disent qu'ils ont mal. Ils ne sont pas à la recherche de drogue ou d'opiacés. Et d'ailleurs, s'ils le sont, ben, sachez que ça leur a été prescrit. Parce qu'il n'y a pas d'autre option. Je vous remercie à tous et j'espère que cette session va ouvrir la discussion et surtout qu'il y a beaucoup d'autres sessions de la sorte afin qu'on puisse ensemble, en tant que communauté, continuer à supporter ces personnes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Biba, de ton enthousiasme et puis de ton militantisme et puis de te battre pour cette maladie négligée, ça c'est clair, négligée, mal connue et mais qui, je pense, avec l'augmentation du nombre de patients originaires de l'Afrique subsaharienne, on commence à voir de plus en plus, les gens commencent à connaître certainement mieux. Puis, c'est clair qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais comme disait Dr. Tector, il y a des choses qui ont quand même changé depuis 20 ans, mais c'est très lent. Mais c'est clair qu'il y a un manque d'équité quand on voit que de côté de la frontière, ils ont des médicaments auxquels nos patients pourraient certainement bénéficier. Alors, on a quand même quelques minutes pour quelques questions. Si certaines personnes avaient des questions à poser, soit Dr. Traoré, Dr. Tector, Dr. Toupin a déjà répondu à des milliers de questions sur le chat. Merci, Mélissa. Et aussi peut-être à Madame Tenga. Docteur Chomiel, j'ai vu un commentaire sur la fatigue, qu'il n'y a pas seulement que la douleur, qu'il y a la fatigue. Et j'aimerais juste partager quelque chose. Récemment, il y a une étude qui a été faite par une compagnie aux États-Unis, par GBT. Ils ont, dans 10 pays, environ 1000 patients ont répondu, dont le Canada. Et moi-même, en tant que parent, j'ai été surprise de constater que la chose dont les patients se plaignaient le plus avant la douleur, c'était la fatigue. C'est ce qui est ressorti de cette étude. Ils ont dit que si on pouvait leur enlever cette fatigue qu'ils ont constamment, que ça améliorerait beaucoup leur qualité de vie et qu'ils seraient capables de faire beaucoup plus de choses, surtout dans l'emploi. Alors, ma question maintenant va aller à Dr. Toupin et à Dr. Tector. J'ai une question pour vous. Je ne sais pas, peut-être je parle avec mon ignorance je ne suis pas médecin et tout, mais je me dis qu'on s'est beaucoup focusé sur la douleur quand on parle d'anémie falciforme. Just treat the pain, pain management, il y a toutes les choses. Mais la fatigue, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer, qu'on peut pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un patient qui a l'anémie falciforme? Il faut savoir que la fatigue chronique, comme je vous ai dit, mon fils peut se coucher du vendredi au lundi, il ne fait rien d'autre que se reposer, rien. Pas de linge, pas de ménage, pas de cuisine, rien, juste quitter le lit pour manger et se recoucher, juste pour récupérer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut gérer ça? Oui, c'est sûr que la fatigue, c'est un symptôme important avec l'anémie falciforme. C'est vrai qu'on parle de beaucoup de douleurs, puis je m'excuse, mon chien est impatient à ce point-ci. On parle beaucoup de douleurs, mais en fait, quand on voit les patients en clinique, il y a des douzaines de différents symptômes qui les affectent, puis la fatigue est certainement un d'eux. La fatigue peut être causée par différentes choses. Il va y avoir un certain degré de fatigue associé à l'anémie, puis au degré d'anémie. Donc, certainement, si un patient est très anémique, ce qu'on va proposer va dépendre un peu de la cause. Donc, par exemple, il y a certains patients qui ont beaucoup d'hémolyse, donc de destruction des globules rouges. Puis ces patients-là, leur anémie peut s'améliorer très significativement avec l'hydroxyurée. Il y a des patients qui vont aussi avoir une carence en fer. C'est en fait très commun avec l'anémie falciforme. Donc, dans ces cas-là, des suppléments de fer pourraient aider. Si un patient est anémique, puis c'est sûr qu'il peut avoir d'autres causes de fatigue aussi non reliées à l'anémie falciforme. Ultimement, si un patient est vraiment fatigué à cause de son anémie, puis il n'y a pas aucune autre cause que l'anémie falciforme, on peut aussi considérer des transfusions de sang. Je te dirais que aucun patient devrait avoir, comment est-ce que je dirais ça? Si la qualité de vie du patient est tellement
mauvaise à cause de l'anémie et la fatigue, il devrait avoir quelque chose qu'on pourrait faire pour améliorer ça. Puis oui, ça impliquerait probablement des transfusions, mais les risques associés aux transfusions vaudraient probablement la peine si l'autre option, c'est d'être complètement, tu sais, avoir aucune qualité de vie à cause de la fatigue. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a des questions, Marie-Josée Turenne, mais si Suzy ou Dr Traoré, si vous aviez des choses à rajouter sur la fatigue, ça va? Yacouba? Non, il ne faut pas oublier que la douleur chronique, ça donne certainement de la fatigue, hein, ça fatigue. Et puis, n'oublie pas aussi, si les gens sont un petit peu les effets, le retentissement psychologique, ça c'est clair que ça aussi, ça peut s'accompagner de fatigue. Donc, c'est vraiment, ça peut être, comme dit Dr Toupin, multifactoriel. Oui, Marie-Josée Turenne-Lucien, je vous écoute. Oui, bonjour, merci. Merci pour cette belle présentation. Et c'est la première fois que je suis une employée de Montfort et je suis une infirmière. Et je souffre de la drépanocytose. Et j'ai entendu Dr Traoré, franchement, c'est comme si vous décrivez des situations semblables aux miennes. Mon père, le médecin leur avait dit qu'il ne vivrait pas plus que 35 ans, mais il a vécu jusqu'à 78, mais toujours en douleur. Quand j'ai vu la photo de l'enfant, les mains recourbées comme ça, quand j'étais enfant, mes mains étaient comme ça. Alors, moi, j'ai des questions. Comment comprenez-vous quand on vieillit? Moi, je peux vous dire que je souffre moins que quand j'étais bébé. Mais la question, c'est comment prévenir quel terme qu'on pourrait dire pour mal diagnostic d'autres maladies, d'autres pathologies, comme le Grave Disease. Comme moi, si vous voyez mon visage aujourd'hui et mon visage d'avant, c'est pas pareil avec le Grave Disease. Et c'est quasiment très tard, quand mon TSH était minus than 0.01, quand j'étais à plusieurs, j'ai dit, je connais mon corps, je suis née avec la maladie. Depuis bébé, je souffre, je suis toujours à l'hôpital, je vais à l'école en octobre, je retourne en février, je sais qui je suis, ce que je ressens, la fatigue, je l'ai toujours, mais c'est pas pareil. Et je me suis battue avec le médecin pour qu'il ajoute le TSH dans l'examen de laboratoire. Il m'a dit, c'est mon ferritin. J'ai dit, mais le TSH, quand même, heureusement, je suis infirmière. De comptable, je suis devenue co-infirmière pour pouvoir m'aider moi-même. Et là, je vois et c'était ça la raison. Alors, ce que je vois, il y a beaucoup de gens qui sont mal diagnostiqués pour d'autres raisons, parce qu'ils ne connaissent pas vraiment la maladie et ils voient des traits, ils disent, OK, puisque tu n'as pas la douleur, tu n'as pas ci, ou bien ça ressemble à ton anémie. Et à chaque fois, le médecin me dit, c'est ton anémie, tu as besoin de prendre du fer. C'est ton anémie, il va te reposer. C'est ton anémie. Et pas longtemps de cela, mon assurance de Montfort ne m'a pas payé mes journées de maladie parce que je suis pas comme ça c'est pas palpable, ça se voit pas. C'est comme, même si le médecin écrit, mais c'est ça, c'est encore mal compris. C'est ça que je vous approuve, je vous comprends. Et merci beaucoup, merci pour le travail que vous faites et vous faites un travail extraordinaire. Et j'ai envie de pleurer tout simplement pour vous dire que vous ouvrez des portes pour beaucoup d'entre nous. Merci. Merci de ce témoignage très émouvant. Je pense que ce qui ressort, et je pense que ça va être important, que c'était une soirée de sensibilisation, d'information, d'échange de connaissances, mais je pense que c'est important que chacun d'entre nous qui avons participé, si vous en parlez à une dizaine de personnes autour, je pense que ça va être important, les référer à l'association canadienne, s'ils veulent faire des dons, militer pour qu'il y ait plus de recherches qui se fassent sur la drépanocytose, pour qu'on connaisse toujours encore mieux. Moi, je sais de mon expérience que quand on a des patients de la communauté noire et qu'on suspecte, il suffit de demander est-ce que vous êtes SS, est-ce que vous êtes AS. Les gens le savent. Hein. Quand on vit en Afrique, les gens disent ah ben oui, ben lui, il est SS, ouais, moi je ne le suis pas, elle est SS. Alors, posez la question. D'ailleurs, aussi parler souvent plus de drépanocytose, si tout le monde ne connaît pas en Afrique le terme d'anémie falciforme.
c'est vraiment drépanocytose. J'en ai eu une il y a 2 semaines. On lui avait posé la question et puis on m'a demandé si j'ai de l'anémie, mais je dis, mais on fait tous de l'anémie en Afrique. J'ai dit, alors, je dis, mais la drépanocytose, la drépanocytose. Alors, je pense qu'il faut faire attention parce que c'est des choses qui font partie des cultures, des habitudes, mais c'est comme ça qu'on dit aussi en France, la drépanocytose. Mais aussi, les gens connaissent leur maladie, ils savent. Hein, c'est une maladie de l'Afrique, ils savent. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous, on ne le sait pas. Alors, il faut s'informer, puis il faut partager. Ben, moi, je ne connais pas. Dites-moi qu'est-ce que je dois faire si vous ne connaissez pas. Posez la question, les gens, ils savent mieux. Et comme dit Yacouba, on connaît notre maladie, on sait qu'on la vit tous les jours depuis longtemps, on sait qu'est-ce qui change. Puis on peut certainement, des fois, le malade peut souvent mieux orienter les médecins que nous-mêmes dans certaines circonstances. Alors, je ne sais pas si on arrive à l'heure de la fin. Ça a été vraiment super intéressant de vous avoir tous. Yacouba qui a fait le saut hors de la zone de confort, c'est bien. Suzy qui est venue nous partager tout ça. Mélissa qui est Dr Toupin qui nous aide énormément. Et bon, c'est sûr qu'on n'a pas parlé des enfants parce que c'est quand même une maladie de l'enfance. Ça serait peut-être pour une prochaine fois alors avec l'hôpital des enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une dernière question? Jude Maricena a levé la main. Oui, je vous écoute, Jude Maricena. Moi j'avais une question très simple, c'est sur la qualité de vie, parce que je ne sais pas pourquoi, depuis, on a organisé la session de lundi et à chaque fois, c'est une question qui revient, la question de la qualité de vie. Et je me demandais, qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là et quel travail aussi que l'association fait à ce niveau-là avec les patients et au niveau de la recherche également. J'ai regardé, il n'y a quasiment presque pas de recherche au Canada sur cet aspect-là, sur la qualité de vie. Et je ne sais pas, je trouve que c'est un aspect extrêmement important parce que même si on doit faire également de la plaidoirie pour que les gens puissent avoir de meilleures conditions sociales, j'ai envie de dire, qu'ils soient mieux pris en charge socialement, que ce soit par rapport à la question de l'assurance maladie, mais aussi que dans certains cas, que ça soit pris en charge par l'État aussi. Pour certaines maladies, c'est le cas. Et je pense que si on parle de personnes qui sont toujours très fatiguées, qui ont besoin d'un soutien social, je ne sais pas si Biba peut nous en dire plus, qu'est-ce qui est fait de ce côté-là et où on en est dans cette plaidoirie-là par rapport à la qualité de vie des gens et qu'est-ce que la recherche aussi nous dit, si vous avez des choses à partager avec nous par rapport à que dit la recherche sur cette question-là aussi. Et oui, en fait, merci beaucoup, Dr. Sena. C'est bien parce que tantôt, je voulais le souligner que Dr. Tector avait partagé des données qui venaient des États-Unis. Ça vous prouve à quel point nous n'avons pas de données canadiennes à nous. Parce que même nous, quand on fait notre travail, quand on va à Ottawa, partout où on parle, on va se baser sur des données qui viennent des américaines parce que justement, comme je l'ai dit tantôt, s'il y avait un registre ici pour l'anémie falciforme au Canada, on serait capable de déterminer l'impact de la maladie, la qualité des soins et aussi avoir des informations sur la qualité de vie de ces personnes-là. Et on pourrait seulement ne pas être en train de partager nos histoires personnelles comme ça, mais d'apporter des données statistiques chaque année, de sortir un rapport annuel canadien qui va montrer l'état des soins et la qualité de vie des patients. Alors, on n'a pas beaucoup d'études qui se font et peut-être que c'est une chose que le centre pourrait initier parce que ça fait partie aussi de votre mission et je serais très heureuse de voir cela, d'avoir, on l'appellerait maybe un National Sickle Cell Survey qui se base pas sur les soins médicaux, pas les soins cliniques, mais sur la qualité de vie. Alors, le niveau d'études, c'est important de le connaître parce que l'éducation est un truc, le milieu de vie. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à garder un emploi, donc ils ne peuvent pas se trouver un logement, donc ils reviennent vivre chez les parents à l'âge adulte. Il y en a qui travaillent. Dans le cas de mon fils, il n'arrive pas à travailler à temps plein. Il est tout le temps en train de réduire ses heures. Et bien sûr que quand on ne travaille pas, le revenu, ça ne suit pas. Donc, ils ont limite à peine les moyens de faire face à leurs charges. Tout ça, ça doit être déterminé. La stigmatisation, ça joue beaucoup sur le moral. Au Québec, on a enregistré quelques suicides cette année. Alors, c'est inquiétant. C'est inquiétant.
ça veut dire qu'il y a un autre phénomène qui commence, qu'on n'a pas eu dans les dernières années. Il faut qu'on en parle en tant que communauté. La santé mentale, de plus en plus, on a des jeunes qui viennent vers nous puis qui demandent de l'aide parce que ce n'est pas offert, comme je l'ai dit tantôt. Et tout ça, si on le met ensemble, on sera capable d'établir un portrait clair. Et peut-être que là, nos décideurs politiques vont avoir des chiffres sous les yeux, puis on ne pourra plus nier l'état de santé de ces personnes-là et on pourra plus facilement faire bouger les choses parce que lorsqu'ils essaient aussi d'obtenir de l'aide, d'être sur l'assistance, eh bien, il faut qu'un médecin qui connaisse bien la maladie remplisse le formulaire pour eux. Et certains médecins le refusent. Moi, mon fils, personnellement, quand la COVID a commencé, son médecin a refusé de l'arrêter. Il a dit que ce n'était pas dangereux pour lui. Mais il est technicien en pharmacie. Il avait touché aux prescriptions. Il a travaillé pendant 60 jours. Quand toutes les personnes valides se sont mises dans leur maison, à porter des masques, à laver des mains, mon fils allait travailler tous les jours. Ma famille et moi, nous avons développé un système pour le protéger. Nous l'amenons au travail, on le ramenait. Le pharmacien a dû écrire une note pour mon deuxième garçon qui a 22 ans pour dire qu'il travaille pour lui afin qu'il puisse amener son frère au travail et le ramener même en dehors des heures de couvre-feu. Et on l'a fait pendant 60 jours jusqu'à ce qu'il décide, lui, de l'arrêter, pas parce que le médecin a donné un document. Et beaucoup de jeunes nous ont reporté la même chose. Alors, une étude pourrait vous donner toute cette information-là de façon compilée et qu'on pourrait donc montrer pour dire que parce que l'anémie falciforme n'était pas sur la liste des maladies qu'il fallait trouver ces gens. Oui, c'est clair. Je pense que c'est tout à fait d'accord. Puis je pense que le problème, c'est de savoir c'est quoi qui va faire changer le décideur politique. Alors, je suis en train de penser à votre chiffre de 6 000 personnes qui sont atteintes au Canada, mais si vous dites ça, ça paraît pas beaucoup et les gens ne vont pas réagir. Maintenant, si vous donnez la proportion de la communauté noire au Canada qui est atteinte de la drépanocytose, vous pourriez peut-être avoir des chiffres de 15 à 20%. Je pense qu'à ce moment-là, ça serait peut-être plus marquant parce que là, vous pourriez faire des comparaisons avec la population générale. Mais c'est quoi quelle est la maladie qui touche 15 à 25% de la population? Il n'y en a pas tant que ça non plus, là. Donc, je pense que, parce que 6 000, les gens vont peut-être dire, bah oui, 6 000, c'est rien. Mais 6 000 pour la communauté noire, c'est énorme. C'est énorme, énorme. Et c'est vrai que je pense que on en a souvent parlé avec Julie-Marie Sénat, puis aussi, je pense, depuis la COVID. La COVID a quand même mis sur la carte les spécificités de la communauté noire qui n'a jamais été répertoriée dans aucune base de données. Donc, on n'est pas capable de savoir au Canada quelle est la proportion de la communauté noire qui est diabétique, qui est hypertendue, et pour lesquelles ces maladies-là sont aussi très importantes. Donc, je pense que là, maintenant, les choses ont bougé. On va pouvoir recueillir les données de l'ethnicité dans les bases de données administratives qui va nous permettre de faire des études populationnelles pour vraiment regarder combien dans la population noire sont diabétiques, combien sont bien traités, combien sont maltraités de façon aussi hypertension. L'hypertension aux États-Unis, il y en a juste 18% de la population noire qui est bien traitée pour son hypertension. Donc, c'est des chiffres qui sont incompréhensibles. Et ça, je pense que, et c'est la même chose pour les drépanocytoses, c'est mal connu, c'est négligé pour des gens qui... et puis, bon, moi, d'une certaine manière, j'ai eu la chance d'aller au Bénin plusieurs fois et j'ai la chance d'avoir tous les étudiants, on en a eu quand même 85 ou 90 depuis 2003, qui ont été dans les centres drépanocytaires à Cotonou. Donc, au moins, eux, ces 90-là, au moins, eux, ils sont au courant que la drépanocytose existe. Oui. Mais c'est pas suffisant. Donc, on a encore beaucoup et qui, grâce à vous, certainement à sensibiliser tout le monde autour. Alors, Judith Makana qui est là aussi, j'avais écrit aussi un article dans le journal Montfort pour aussi que les gens soient au courant. Je pense que plus on en parle autour de nous, le mieux ça sera. Puis, la recherche doit suivre, ça c'est certain. Et c'est très dommage de voir que tellement de personnes, comme on dit au Canada, tombent dans les cracks, ou sont mal soignés, ou sont mal accueillis. Ce n'est pas des choses qui ne devraient jamais arriver. Ça, c'est clair. Mais docteur Chaumienne, il y a une chose aussi très importante. Pourquoi nous, on voulait le registre aussi, c'est qu'en prenant le nombre de jours d'hospitalisation, quand les crises sont mal gérées, il reste longtemps, tous les soins. Nous, on aimerait vraiment que ce soit fait pour qu'on puisse aussi évaluer le coût de soins de ces personnes-là. Alors, on a besoin de ces chiffres-là et c'est ça qu'on veut amener à Ottawa.
Et c'est ce qui va faire bouger les choses aussi, parce qu'on leur dit toujours, amenez plus d'options de traitement, traitez-les mieux, aidez-les à mieux se prendre en charge, et ils vont être hospitalisés moins longtemps, il y aura moins de complications, et ça va coûter aussi moins cher au système de santé. Ça, c'est un langage peut-être qui va intéresser nos décideurs politiques, malheureusement. Alors, on veut un registre. C'est bien, c'est parfait. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Et puis, si on peut aider plus chaque année, on sera toujours là. D'autres questions autour de l'écran? C'était vraiment très sympathique de vous avoir tous autour. Merci beaucoup, Dr Toupin, Dr Tector, Dr Traoré. Je ne sais pas si c'est Dr Tinga. En fait, j'ai remarqué que c'est toutes des T. Hein. Toupin, Tector, Traoré, Tinga. Je ne sais pas si c'est… Super. En tous les cas, merci à tous et pour ceux qui sont encore là, n'oubliez pas de remplir vos évaluations et à la prochaine fois alors, on se dit. Merci beaucoup.